Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène, une école où l'on peut faire des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, je reçois un homme dont la foi forte aurait pu le mener curé à prendre soin de l'âme de ses fidèles. Mais ce fut sans compter les plans divins qui ont octroyé au cœur missionnaire de mon invité un don spécifique, celui de l'oreille musicale. En plus de sa profession de foi, mon invité a développé très jeune une appétence pour la musique en devenant même disquaire. Puis, pour l'animation d'émissions radiophoniques, gravissant toutes les étapes d'animateur, programmateur à directeur des programmes d'énergie, il ajoute une corde à son arc, tel un Robin des Bois, en devenant producteur de comédie musicale à succès grâce au talent artistique qu'il a déniché. Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires, Je vais t'aimer et Bernadette Delourde sont ses plus gros succès. Sa flèche ne touche plus quelques âmes et plusieurs milliers d'âmes qui ressortent émerveillées de ses spectacles. La transmission de sa créativité et de son exigence artistique passe envers la nouvelle génération d'artistes par le Dalida Institute, dont il est cofondateur. Il forme et accompagne la nouvelle génération de talents pour les préparer aux défis du monde de la scène. Entre innovation, passion et sensibilité, mon invité incarne l'énergie et la rigueur qui font briller la musique et le spectacle vivant. Roberto Surleo, bienvenue au micro avec Johanna. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis très touché. J'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bien. Je vais garder pour mon Wikipédia. Je l'ai toujours pas fait. Maintenant, très sincèrement, c'est vraiment merci pour cette introduction. C'est très touchant. Ça résume en quelques secondes quelques années de vie. Donc c'est toujours impressionnant d'entendre ça et de se rappeler de quelques souvenirs des débuts et de pas les oublier. Donc merci pour ça. Merci. Moi, je suis hyper fière de te recevoir. Merci de m'accueillir, Johanna. Depuis très jeune, la foi a une place vitale au cœur de ta vie, si bien que tu as pensé à devenir prêtre. C'est quand même dingo, non ? Bah oui, alors ça m'a pas quitté, donc il est trop tard pour que je sois prêtre, mais en fait, c'est vrai que j'ai eu ce qu'on appelle un appel très jeune, et après j'avais cette hésitation entre la radio, qui était très très importante pour moi, et la musique, et cette envie de vivre ma foi. Et bon, j'ai beaucoup prié, et c'est encore le cas aujourd'hui, pour trouver ma place dans cette église, pour plein de raisons, et je l'ai trouvé, en fait. Je pense que je devais faire avec du recul ce parcours dans les médias pour pouvoir produire ces œuvres qui vont toucher les cœurs. Et donc voilà, donc je suis à disposition de mon église pour raconter de belles histoires. Et en même temps, j'aime vraiment ce métier de producteur, que ce soit pour les comédies musicales, la musique, la radio qui est jamais loin. Donc voilà, mais c'est vrai que en vieillissant, plus que jamais, cette foi est bien là. Et puis, il y a des relais dans ma famille avec mes enfants qui sont touchés à peu près par la même chose que moi. Donc, c'est beau d'avoir cette sensation de transmettre et à la maison et dans son travail. Donc, voilà. Je suis d'accord. La transmission, pour moi, c'est la vie. Oui. Quel événement ou moment de ta vie t'a fait passer de l'appel de la vocation à l'appel des médias ? Ça a été, en fait... Ça a commencé vraiment par l'écoute d'une radio que j'écoutais le soir sur les grandes ondes qui s'appelait Radio Luxembourg, qui n'existe plus. Et c'est une radio en anglais qui me passionnait. Donc alors, on l'entendait que le soir, donc j'écoutais jusqu'à très tard. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce choix en disant pouvoir jouer avec cette matière première qu'est la musique, la proposer aux gens, faire des playlists. Moi, j'adorais faire des playlists. J'ai toujours fait des playlists. Je savais qu'il y avait quelque chose de très important. Et puis j'ai compris, surtout, très rapidement, vers l'âge de 9-10 ans, que ce serait ma vie. Et en fait, j'ai aussi compris que souvent on choisissait ce qu'on allait être plus tard très tôt, quand il y a une passion, quand c'est pas imposé par les parents. On a souvent des intuitions, même gamin, qu'on doit savoir écouter. Et nous, je pense qu'on a le devoir, mais c'est ce que tu dois faire dans tous tes ateliers, de dire ça aux jeunes, non, écoutez-vous quand même, donc, écoutez les adultes autour de vous, mais quand même, on a des intuitions très tôt dans nos vies qui peuvent nous guider. Donc moi, je l'ai compris très tôt. Donc en écoutant cette radio, je me suis dit, ok, ça va être mon métier.
Saint-Jean-de-Maurienne, c'était la radio? Alors oui, donc j'ai commencé par une petite radio qui était dans ma chambre. Moi, j'ai un frère qui était déjà un geek en électronique. Donc j'avais un émetteur. J'ai commencé très tôt à faire des émissions dans mon quartier après les journées d'école. Donc à 16h30, j'avais déjà une vie en fait très tôt, à 12-13 ans, un peu de professionnels. Et ensuite, il y a eu la première radio locale qui s'appelait Radio Maurienne. Et j'ai commencé par cette radio qui était à Saint-Jean-de-Maurienne. Les débuts. La vie est faite de rencontres, un mentor ou une rencontre décisive dans ton parcours? Alors, il y a plusieurs personnes, mais la figure marquante, c'est Max Guazzini, qui était donc qui était le patron d'énergie, le propriétaire et Jean-Paul Baudecroux, Max était aussi actionnaire. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. Donc Max Guazzini dans notre métier, c'est quelqu'un de très très important. Si aujourd'hui vous écoutez la radio telle que vous les écoutez, c'est aussi grâce à lui. Et puis ensuite il a racheté le Stade Français, il a fait du rugby, ce qu'il est aujourd'hui en France. Et donc pendant ma période à Énergie, puisque c'était mon patron à Énergie, c'est lui qui m'a recruté, j'avais ce management aussi un peu par le sport. Donc on parlait musique, tout ça et tout, mais j'entendais parler du Stade Français tout le temps. Et donc je voyais aussi son travail sur le détail, les affiches, le calendrier, les t-shirts roses, tout ce qui allait transformer ce sport qui était du sud-ouest de la France en un sport national et important. Et puis Énergie. Donc moi, pour la radio, en fait, il m'a apporté ce qui me manquait. Et justement, ce sens du détail. L'auditeur avant tout, c'est-à-dire le spectateur, celui à qui on s'adresse, qui est au centre de toutes nos réflexions, et le détail. Vraiment dans nos vies, c'est le détail qui change tout. Et donc là, cet homme m'a apporté ça. Et puis, hasard ou pas, moi je crois pas au hasard, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait le petit séminaire, donc qui a voulu être prêtre aussi. Ah. Et donc je me retrouvais à Énergie dans son bureau, il faut se rendre compte que c'est la radio la plus importante en Europe pour l'industrie musicale. C'est encore plus vrai à l'époque, puisqu'il n'y avait pas tous les autres réseaux permettant d'écouter de la musique. Et donc on pouvait rester 2 heures ensemble. Dans toutes les maisons 10, les gens attendaient la sortie de cette réunion pour savoir si on avait rentré un titre ou pas. Ça a un impact industriel. Et bien nous, on pouvait parler d'autres choses, de foi, de Jésus. Donc c'était hallucinant d'être à Énergie et d'avoir des conversations un peu différentes. Moi, j'ai adoré ma vie à Énergie parce que il y avait un décalage entre cette puissance, cette marque, les Energy Music Awards, tout ça, enfin bref, et ce côté entrepreneurial que j'avais, puisque Jean-Paul Baudecroux, propriétaire de la radio, nous laissait vraiment faire. C'est-à-dire que il fallait avoir des résultats, battre des records. Nous, on a été 16 fois première radio de France, donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais j'étais extrêmement libre et heureux. Voilà, donc j'ai eu mon mentor, une réponse longue, mais nécessaire pour lui rendre hommage. Voilà. Tu es un dénicheur de talent, comme celui de Manu Payet, Matt Pokora. L'oreille musicale que tu as acquis jeune, notamment en tant que disquaire, te permet-il de repérer une pépite ou un futur artiste en une écoute? Ben oui, mais j'ai l'air d'être un peu prétentieux. Je me trompe de temps en temps, hein. Mais franchement, tout est assez laborieux pour moi. Je dois travailler beaucoup plus que les autres pour y arriver. Ça a toujours été comme ça. Peut-être parce que je suis dyslexique. Donc déjà à l'école, c'était compliqué. En revanche, quand il y a un morceau ou quelqu'un qui rentre au théâtre pour faire un casting, il y a un truc qui me guide. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu étrange, mais il y a comme je sais pas appeler ça une vision, mais je vais tout de suite ressentir des choses sur quelqu'un qui arrive, que lui-même dont il n'a pas forcément conscience, et je le vois un peu transformé par la machine, après par le travail, voilà. Donc j'ai été livré avec ça. Après, c'est peut-être le seul talent que j'ai, mais celui-là, il est important. Il est important. La différence entre un bon chanteur et un artiste, selon toi? Alors, il y a des bons chanteurs, il y en a de partout, hein, des gens qui chantent bien, il y en a de partout. Ce qui compte, c'est pas forcément sa qualité d'être de bon chanteur, c'est être interprète. Donc là, il y a déjà une nuance très très forte. En fait, prendre des mots et faire en sorte que ça
ça arrive jusqu'au creux de l'oreille et touche les gens, ça c'est un autre métier. Et donc, et en plus, on est en France, donc on n'a pas cette notion de grande voix. Il y a des grandes voix, mais on est touché par des voix particulières. C'est plus l'intention. Donc, dans le passé, je pense à Montand, Piaf, Dalida, mais c'est encore le cas aujourd'hui avec Stromae, Oshi, tous ces artistes-là. En fait, il y a... et c'est particulièrement français. Je pense qu'on a un lien très fort au théâtre, aux mots. On a une langue, on a la chance d'avoir une langue qui est juste incroyable. On a un mot pour chaque sentiment, c'est pas le cas de toutes les langues, hein, et ce qui complique la vie de ceux qui essayent d'apprendre le français. Mais voilà, donc il y a une différence entre un chanteur extraordinaire et un interprète. Je préfère un chanteur qui chante moins bien, mais qui va être un grand interprète, que d'avoir la grosse voix, mais qui va pas te transmettre. Qui en fera rien. Voilà. Et donc, des chanteurs, il y en a de partout. Après, il y a aussi le travail. C'est la notion de travail. Donc ça, moi, je crois beaucoup au travail. C'est au centre de tout. On peut être un bon chanteur, un très bon interprète et ne pas travailler beaucoup. Donc, on fera rien de tout ça. Et après, il y a le travail. Se dire que travailler pour un chanteur, c'est prendre des cours de chant tout le temps, toute sa vie. Moi, j'ai été très impressionné par... j'ai eu la chance d'être invité plusieurs fois à Las Vegas pour voir Céline Dion et d'être un peu avec elle avant. Je la voyais être avant un concert, d'être sous oxygène, après le concert aussi, avoir ses cours de chant tous les jours, moi, c'est très impressionnant. Et là, c'est ce que je reproche un peu à pas mal de chanteurs qui ont de gros potentiel, pas d'hygiène de vie, la cigarette, l'alcool, les sorties, tout ça, alors certaines fois, il y a des artistes qui sont tellement surpuissants, je pense à Johnny, tout ça, enfin bref, que tous ces trucs un peu à côté ont renforcé même la personnalité des chanteurs. Mais c'est du travail. Il n'y a pas de carrière sans travail et sans un contenu fort. Je suis tellement d'accord. Aujourd'hui, tout passe beaucoup par les réseaux sociaux dans le développement d'un artiste. Es-tu de cet avis? Oui, c'est une chance, mais là aussi, moi j'ai la conviction qu'un bon contenu, quel qu'il soit, trouvera toujours le chemin vers les gens. Donc, en gros, ça peut pas être que les réseaux sociaux. Quand on pense que... si un chanteur se dit « Ok, moi j'ai des réseaux sociaux énormes, j'ai 1 million de personnes qui me suivent, tout ça, c'est une base extraordinaire. » Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, il y a des milliards de contenus. Donc, il faut bien se faire en sorte... Et c'est une chance aujourd'hui d'avoir ces réseaux sociaux versus une époque où il y avait que 3 radios. On imagine... Quand il y avait que les périphes, on emmenait un titre en radio. Moi, j'ai pas connu ça, je suis encore jeune. La génération FM qui vieillit aussi. Mais quand on vous disait non à Europe 1, RTL et RMC, c'était plié. Il y avait plus rien. Il n'y avait pas cette chance de pouvoir accéder. Aujourd'hui, il y a ça. Mais maintenant, c'est un marché mature. C'est-à-dire qu'il faut que les contenus, là aussi. Et c'est toute la difficulté du travail, encore une fois, il faut être bon en tout. C'est-à-dire qu'il faut être artiste, interprète, chanteur, s'occuper de son image, être bon sur les réseaux, tout ça. Et le secret, c'est comme on n'a pas tous les talents, c'est de savoir entourer. Donc l'autre point important, c'est que quand on se lance dans des carrières comme ça, on a la chance d'avoir ces réseaux, mais il faut avoir autour de soi les meilleurs dans chaque département. Donc c'est une chance d'avoir des réseaux. Donc oui pour les réseaux à fond, qu'on utilise à fond, à bon escient. Exactement. Les comédies musicales, qu'est-ce qui t'attire dans ce format? C'est du spectacle vivant. Donc ça, donc moi j'ai découvert ça quand je dirigeais Énergie et j'ai convaincu propriétaire de la radio de financer le Roi Soleil. Donc nous on était très impliqués. Moi j'étais au comité d'écoute, au casting. Et là, quand j'ai commencé à mettre un pied dedans, ça a provoqué un chamboulement chez moi en disant ok la radio j'adore ça, mais ce métier-là j'aimerais vraiment le faire. Dans la comédie musicale il y a ça. Alors là, il y a la comédie musicale un peu à la française qui est en train de se transformer et des spectacles comme Bernadette de Lourdes en font partie. On est plus vers du théâtre musical. Ce que j'aime dans cette version du West End ou de Broadway, c'est le côté complet du métier. C'est du théâtre, du chant, de la danse, c'est tout ce qu'on imagine et c'est une chance pour un artiste d'être complet comme ça. Et pour un producteur, c'est fabuleux d'être dans cet environnement qui accueille toutes ces disciplines.
Après, c'est dur. Le métier de producteur de spectacle vivant, c'est trop dur. C'est très dur. Et par moments, c'est trop dur. Parce que, une fois que vous êtes souvent au début de l'histoire. Donc, vous avez une idée. Et ensuite, vous agrégez les talents. Les talents, on n'a pas tous les talents. Donc, moi, je sais pas écrire de chansons. Je sais pas chanter. Je sais pas danser. Je sais pas faire de la mise en scène. Je suis pas, et je l'ai appris un peu comme ça d'une production à l'autre. Et ce qui est dur, c'est d'être dans la salle, une fois que le spectacle est sur scène. Bah là, vous pouvez, quand vous êtes comme moi dans le détail, un peu maniaque, bah vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez pas monter sur scène, dire à l'artiste, bah tiens, c'était moins bon que. Et donc ça, c'est un métier qui est aussi dur parce que, et c'est aussi sa force, c'est que c'est jamais fixé. C'est-à-dire que chaque soir, tout change. L'humeur ou la forme des artistes sur scène et le public qui est plus le même. Donc c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que c'est pas un film où tout est joué dès le premier mercredi. Là, tout est possible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut avoir un bon estomac. Ah oui. Je vais t'aimer est un spectacle qui rend hommage à Michel Sardou. Comment est né ce projet et Michel Sardou t'a-t-il donné son blanc-seing? Alors, pas tout de suite. D'abord, c'est un pote qui m'a parlé de cette idée de faire une comédie musicale autour des chansons de Michel Sardou. Alors, quand il me l'a présenté, c'était une comédie musicale avec ses chansons. Et moi, je lui ai dit, OK, mais ça peut être une bonne idée si on utilise ça un peu comme un Mamma Mia. C'est-à-dire qu'on prend ces titres-là qui sont dans l'inconscient collectif et on les rend et on raconte une autre histoire qui ne soit pas celle de Michel Sardou et lui-même aurait refusé. Après, on a mis 3 ans à le convaincre. Donc ça, c'était compliqué parce que lui imaginait qu'on ne pouvait pas faire de spectacle autour de ses chansons. C'est quand même incroyable parce que la réalité, c'est que chacune des chansons de Michel Sardou peut être une thématique pour un spectacle. C'est des histoires chaque fois. D'ailleurs, on lui a souvent reproché de prendre parti pour, mais tout ça était faux. En fait, il l'interprétait. C'est un énorme interprète et il se mettait au service d'un personnage dont on parlait dans la chanson. Et quand on a commencé à travailler, et que Michel Sardou a dit oui, on a donc fait ce spectacle-là, et en fait, pour tout vous dire, il est pas venu sur les premières dates, et moi j'ai été très content. En fait, je me suis dit, tant mieux s'il vient pas, parce que même s'il a donné son OK, on sait qu'il a une liberté de parole. Et donc, s'il n'aime pas, il va se répandre partout en disant... Et donc, il a vu quand Bertrand Delabé, qui est son agent, m'a appelé en disant, il vient demain à Caen, prévient tout le monde. Donc, j'ai réuni toute la troupe la veille, en disant, bon, on a un invité spécial demain, c'est Michel Sardou. Et Bertrand Delabé m'a dit, écoute, préviens qu'il va avoir, après le spectacle, il va dire vraiment ce qu'il pense, et par moments, c'est que professionnel, mais ça peut toucher les artistes, hein, donc dans tous les sens du terme. Et surtout, en plus, bon, tu sais, il peut rentrer, sortir, il aime pas rester 2 heures. Et moi, je me suis dit, oh là là, s'il reste pas 2 heures, comme il y a une histoire, il va rien comprendre et tout. Et à Caen, en fait, quand il s'est assis, moi j'étais derrière lui, quand le spectacle a commencé, il s'est redressé. Et à l'entracte, donc moi j'ai fui très lâchement pour pas l'apercevoir, et on m'a dit viens, il est en pleurs. Et donc il a été extrêmement touché par l'œuvre, et à partir de ce moment-là, il nous a fait une pub incroyable. Paris réussi. Paris réussi. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, je pense pas qu'il est remonté sur scène. Grâce à ce spectacle, c'est en voyant ce spectacle, le soir même, il a dit à sa femme, ça me manque tout ça, et ces chansons, je savais pas que ces chansons étaient comme ça, parce que il m'a expliqué, il pleurait, alors soit il pleurait parce que c'était mauvais, soit parce que ça l'avait touché. Et il me dit, écoute, en fait, ça m'a tellement touché parce que la réalité, c'est que j'enregistre mes chansons, je les chante, mais je ne les écoute jamais. Pour la première fois, il était spectateur. Il a pris ses propres chansons en pleine face. Et donc, voilà, donc on a un spectacle qui va vivre 20 ans, si Dieu le veut. Magnifique. Un petit souvenir marquant des coulisses ou de la préparation d'un spectacle? Alors c'est sur Robin des Bois, parce que c'était mon premier spectacle, donc avec Matt Pokora. Ça a été vraiment le moment le plus dur de mon métier de producteur, parce que pendant toutes les longues semaines de répétition, rien fonctionnait. Mais alors, rien ne marchait. Et le moment marquant, c'est d'assister à la première, c'était le 26 septembre 2013,
à la première de son spectacle sans l'avoir vu. Là, j'ai découvert en même temps que les spectateurs. Et je pensais que c'était mon premier et dernier spectacle, puisque j'allais me prendre comme je l'avais jamais vu, rien ne marchait. Les artistes tombaient de 4 mètres de hauteur. Le deuxième acte était jamais terminé. Ça a été une épreuve pour nous tous. Mais Matt était un peu un capitaine, donc on travaillait jusqu'à 2h du matin. Et là, il y a eu, comme un miracle, tout a fonctionné. Et ça a été à la fin, ça a été un tel succès que ça en a fait le moment le plus marquant de ma carrière. Parce que j'ai été aussi étonné, ou encore plus étonné que les spectateurs qui étaient là, parce que dans la promo, on leur disait qu'ils allaient voir quelque chose d'exceptionnel, tout ça, que j'avais pas vu moi-même pendant les répétitions. Donc ça, c'est vraiment un grand moment marquant, c'est de se dire, un spectacle n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas les spectateurs dans la salle. C'est-à-dire que les spectateurs ont toujours le dernier mot. Vous pensez que le tableau qui va plus les marquer, c'était le cas pour Robin des Bois, on avait un tableau qui coûtait 1 million d'euros avec des costumes lumineux. C'était une technologie qui venait de New York ou de Las Vegas, et donc qui nous coûtait très cher. Et en fait, les gens étaient bluffés par des ombres chinoises. C'est-à-dire que le tableau le moins cher est celui qui a touché les gens, des ombres chinoises, à la fin du premier acte. Et tout le monde était ramené à une âme d'enfant. Et donc, voilà, il faut jamais avoir de certitude. Le public a toujours raison. Et sans lui, on ne sait pas si un contenu est validé ou pas. Bernadette Delourde aborde un message spirituel fort. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de la mise en scène d'un tel projet ? Alors, les difficultés, en fait, c'est 10 années de difficultés. Donc, c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, un chemin de croix. Puisque quand... moi, c'est ma grand-mère qui me parlait toujours de Lourdes. Elle allait comme hospitalière à Lourdes. Moi, je n'avais jamais mis les pieds à Lourdes. Et quand on y est allé, c'est une longue histoire, mais la première fois, avec toute la troupe, enfin, tous les créateurs de Robin des Bois, on n'était pas loin de Lourdes. Ils m'ont tous accompagné. J'ai voulu aller prier à la grotte pour faire une surprise à ma grand-mère. C'est là où est née l'idée. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler. Et en fait, la ville ne voulait pas de nous. Le sanctuaire de Lourdes, qui était dirigé à l'époque par quelqu'un qui est parti, malheureusement, que j'adorais, qui s'appelait le père André Cab, mais qui était un peu un moine. Donc lui, le spectacle, le Broadway, tout ça, on lui parlait, et surtout que la première personne qui lui a parlé du spectacle, c'était pas nous, c'est quelqu'un qui lui a montré la bande-annonce de Robin des Bois. Et il a vu Matt torse nu, tout ça et tout. Il s'est dit comment ils vont passer de Robin des Bois à ma petite Bernadette. Donc là, on a perdu 2 ans avec cette vidéo, qui était pourtant magnifique. Et ça a été des combats très durs, mais c'est encore des combats très durs. Parce que, bon, moi j'ai la foi. Toute l'équipe autour du spectacle, le metteur en scène, scénographe, tout ça, personne n'est croyant. Donc c'est ce qui fait aussi la force du spectacle. Mais quand vous faites réaliser des contenus qui touchent les gens et qui vont toucher les cœurs, il faut vous dire que par principe, et on peut pas avoir la foi et croire au bien et au mal en même temps, vous ne serez pas entravé tout le temps. Donc il y a toujours sur le chemin de cette production des coups durs, et après ça redémarre. Mais c'est le spectacle le plus important de ma vie. C'est plus qu'un spectacle pour moi, c'est un engagement très fort. Lourdes, c'est une place extraordinaire, qu'on soit croyant, pas croyant, catholique ou pas. D'ailleurs, je coproduis avec Gad Elmaleh, qui n'est pas catholique, comme chacun le sait, et qui est touché par cet endroit. C'est un endroit où le monde est à l'endroit, justement, où les jeunes s'occupent de leurs aînés, les bien portants des malades. On devrait tous passer par Lourdes, donner de son temps. Là-bas, vous avez des gens qui viennent du monde entier, qui peuvent être des cotés en bourse, multimilliardaires, tout ça, où pendant une semaine, quel que soit l'endroit d'où vous venez donner du temps et vous occuper des autres. Et ben, en fait, vous occuper des autres, c'est surtout de s'occuper de soi. Et c'est ce qu'on apprend avec quand on va à Lourdes. Et ce spectacle, qui est pas un spectacle religieux du tout, hein, c'est une enquête policière, il ouvre tellement les cœurs. Donc c'est 3 semaines de vie de cette petite Bernadette qui voit des choses, une chose, et qui va subir des interrogatoires très durs de la part du commissaire. Napoléon III envoie un procureur impérial, tout ça. C'est 3 semaines ou 1 mois de vie terrible pour une gamine. Et ben, ce spectacle ouvre les cœurs et donne envie d'aller à Lourdes. Moi, je le fais aussi pour ça, pour que on aille là-bas et on se découvre soi-même. Et vous êtes jamais dit, ou cette peur peut-être de ne toucher qu'un public catholique ?
Non, j'ai jamais. Dès le moment que le metteur en scène que je voulais absolument, qui avait refusé toutes mes autres productions, c'était un gros metteur en scène nord-américain. Il est québécois, mais il a fait les tournées de Tina Turner, d'Eros Ramazzotti pour le Monde. Il a un spectacle à Las Vegas pour le Cirque du Soleil. C'est quelqu'un qui est adulé en Amérique du Nord. Quand il avait refusé les autres, quand je lui ai proposé Bernadette, il m'a d'abord, comme il est québécois et de la génération qui a sorti l'église de leur maison, de leur chambre à coucher, comme ils disent là-bas, pour être tranquille. Il a d'abord explosé de rire, et ensuite il est allé à Lourdes, seul, il voulait pas que je l'accompagne, il peut être convaincant, donc et en fait ils ont ouvert les archives, et quand il est arrivé dans la salle des archives, il a vu des registres, et il s'est aperçu qu'il y avait qu'un greffier avait tout écrit à la demande de Napoléon III, justement, donc tout était renseigné, le moindre échange, le moindre dialogue, la moindre personne qui était allée à la grotte, la description, le nom, son attitude, il s'est dit, ok, il m'a appelé, il me dit, j'ai 2 nouvelles, une bonne, une mauvaise. Et je lui dis, on va commencer par la bonne, je vais le faire. La mauvaise, il n'y aura jamais d'apparition de la Vierge dans la grotte. Moi, je ne crois pas. En revanche, je sais que cette fille n'a pas menti. Elle a répondu tout le temps la même chose. Et donc, libre à chacun de croire ou pas. Mais ce que je veux plutôt montrer, c'est la détermination de cette gamine et qu'elle soit un exemple, elle est très contemporaine, pour les jeunes qui iront voir le spectacle. En fait, on peut être jeune et changer son monde et changer le monde tout court. C'est bien. C'est bien, c'est important. J'adore. Comme tu le sais, on est une école des arts de la scène. On fait du théâtre, du chant, de la danse. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui a envie de commencer dans le métier? Déjà, d'y croire absolument. C'est-à-dire que si une personne autour d'un jeune, ou d'un moins jeune, qui voudrait faire une reconversion, ça arrive beaucoup, il faut s'interdire d'écouter les personnes qui peuvent vous dire « arrête de rêver ». Il ne faut surtout pas arrêter de rêver. Le rêve semble, par définition, inatteignable, mais c'est tout le contraire. Et donc, et puis surtout, on prend aucun risque à essayer. C'est-à-dire que c'est pire d'avoir une envie, de pas y aller, et de vivre avec ce regret toute sa vie, que d'y aller, de s'apercevoir qu'on n'est pas fait pour ça et tout. D'ailleurs, quel que soit le métier ou un choix dans la vie, on n'a aucun risque à prendre et à essayer. Aucun. Il faut surtout pas se laisser démotiver. De toute façon, ce métier, c'est un métier très dur, qui est soumis à la critique des gens tout le temps. Il faut s'habituer à ça. Et il faut se faire confiance. L'intuition, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, quand on est artiste, on a souvent une intuition qui est surdéveloppée, donc parce qu'on est sensible. Et ça, c'est une force. C'est pas un défaut. Ça peut causer des problèmes parce qu'il faut prendre sur soi. Et parce qu'encore une fois, c'est un métier dur et soumis au regard des gens, mais on a décidé de s'exposer, donc il faut vivre avec, mais surtout il faut y croire. Franchement, sans foi, sans ramener à la religion, hein, ne pas croire en soi, c'est une erreur. Et de bien s'entourer. Ça, c'est la deuxième chose. Donc on peut, quand on est artiste, quand on veut devenir chanteur, on a déjà ce talent-là qui va pouvoir faire vivre dans le sens très large du terme et animer une équipe autour de soi. C'est un talent, on doit l'accompagner, le choyer, lui dire les choses. Ne pas être entouré, c'est refuser aussi d'avoir des gens autour de soi qui disent les choses, alors libre, soit après de les accepter ou pas, mais d'avoir d'autres personnes à côté qui vous appuient. Et c'est aujourd'hui, de toute façon, on ne fait pas carrière seul. Ça n'existe pas. Vous prenez n'importe quel artiste qui semble être un génie, qui est un génie, mais il a quand même derrière des gens qui comprennent, qui décryptent ce dont il a envie, qui comprennent la vision, parce qu'on peut avoir une vision de sa carrière, se dire, moi, dans 20 ans, je vais être là, mais au moment où on a cette vision-là, on n'a pas tous les codes pour y arriver. Donc, et si on regarde une vision à 10 ans, un but, en étant seul, c'est vertigineux. En revanche, si on l'a partagé avec des gens qui comprennent, et puis surtout, dans ce métier de chanteur, par exemple, ou d'acteur, de toute façon, vous serez toujours représenté par quelqu'un, puisque c'est pas vous qui irez rencontrer un chorégraphe, un metteur en scène. Il y a toujours quelqu'un, un filtre, quelqu'un qui va vous choisir, parler de vous pour vous présenter votre titre, tout ça. Donc, si on sait pas se raconter à son équipe, comment voulez-vous que l'équipe vous raconte aux autres intermédiaires? Donc ça, la compréhension
du projet, c'est très important et il faut pouvoir le raconter. Et quand on a du mal à mettre des mots sur son propre projet, il y a toujours quelqu'un qui va le décoder et le simplifier pour vous. Roberto Surleo a-t-il encore des rêves? J'en ai plein. Oui. Alors moi, mon grand rêve est en train un peu de se réaliser, c'est de voir partir ce spectacle Bernadette de Lourdes à l'étranger. Nous, on a vendu le spectacle aux États-Unis, donc ça s'est de cette façon-là, ça s'est pas produit depuis Les Misérables, donc ça arrive une fois dans la vie d'un producteur. C'est pas tant le fait de se dire tiens, c'est génial, aux États-Unis, on va gagner beaucoup d'argent, tout ça. Sur ce projet-là, encore plus que les autres, on pense pas à ça. Mais c'est de se dire on s'est pas trompé, qu'on a bien une œuvre avec un langage universel et que ça va toucher des cœurs un peu partout. Et donc là, alors moi, je suis un peu passif sur cette histoire-là parce que c'est d'autres équipes qui travaillent, c'est les équipes américaines, mais je suis convié aux différentes étapes. Là, je pars en répétition. On a une première présentation à Chicago au mois de novembre. Et puis la première est à Dallas au mois de février. Quand je lis ça, voilà, ça c'est un autre rêve que j'ai réalisé. Et les projets? Alors les projets, il y en a plein. Au-delà de Bernadette, développer notre petit label qui est en train de devenir gros, qui s'appelle Twin Music. Donc ça c'est un projet magnifique parce que c'est un peu comme les comédies musicales. Quand nous, on ne rêve pas de signer les gros artistes dont l'histoire est un peu déjà écrite. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on va aller à la rencontre de nouveaux artistes, chanteuses, chanteurs. Donc là, on a 2 artistes qui marchent vraiment bien. Il y a Stéphane, c'est une Suisse, qui prépare son 3e album. Et puis Julien Lieb, ça c'est une très belle histoire pour moi aussi, mais c'est une longue histoire, je ne vais pas la raconter là, mais moi je rêvais de signer quand je regardais la Star Academy de sa saison. Et j'ai eu la chance de le signer il y a un an avec mes associés. Et donc là, on a vraiment l'envie de développer ce label, et notamment sur la partie live. Après, j'ai un énorme projet qui est très important pour moi, qui s'appelle pour l'instant Normandie Memory, qui parle du débarquement, qui va être à Caen. C'est pas une comédie musicale, c'est une œuvre immersive avec du spectacle vivant et des archives. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a un monde qui est totalement sans foi ni loi, qui est totalement retourné. La vérité, elle a plus de prix. Aujourd'hui, il se passe quelque chose. 2 minutes après, les complotistes ont pris le dessus, et on s'aperçoit qu'on est en train de remettre en question toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas d'histoire. Je parle de 80 ans, il y a encore des gens vivants. Donc on voit bien qu'on est malmené, on est en train de répéter les erreurs du passé, qu'on s'en prend à des communautés, à des gens de d'autres religions, que les politiques aujourd'hui nous divisent et opposent pour simplement des questions électorales, les juifs aux musulmans, aux chrétiens. Donc on est dans un monde troublé, et donc on a besoin de ces œuvres comme celles que l'on prépare, qui vous expliquent comment on en est arrivé là. Et c'est effrayant de travailler sur un projet qui parle de la Seconde Guerre mondiale et de s'apercevoir qu'il y a vraiment des similitudes avec la période que l'on vit aujourd'hui. On est en train de répéter les mêmes erreurs. Le débarquement lui-même, qui est très important, parce que c'était l'engagement de gamins américains, canadiens, australiens, des pays qui n'étaient pas du tout en guerre. Hein. C'est des jeunes qui se sont engagés, qui ont quitté le fin fond du Texas ou de l'Arkansas pour venir et beaucoup mourir sur nos plages. Et la bataille de Normandie, qui est un peu moins connue, parce que les Américains sont vraiment focalisés sur cet événement crucial pour eux, qui est le 6 juin. Et la bataille de Normandie, c'est ce qui va nous mener à la libération de Paris. Donc c'est 2 mois, et 2 mois très difficiles pour l'histoire du monde, l'humanité et l'histoire française, puisque les Alliés vont bombarder des villes sciemment pour libérer le pays, et des villes qui vont être rasées comme Le Havre, Saint-Lô et d'autres. Donc pour nous, il est très important que les jeunes et les moins jeunes aient un contact avec une œuvre comme ça, qui va être un spectacle incroyable, mais dont la narration est exacte, en utilisant les moyens d'aujourd'hui. Pour dire, attention, ce n'est pas de l'histoire, tout ce que vous voyez là existe encore, c'est ce mal-là c'est des racines profondes, et on est en train de réveiller tout ça. Et sur ce projet, j'ai beaucoup d'opposition, des gens d'extrême gauche,
pas vraiment les écologistes là pour le coup, mais où des gens qui disent il ne faut plus parler de ces morts-là, c'est le passé. Non. Ces cimetières américains ou même c'est le cimetière allemand, ce sont des jeunes de 18, 19, 20 ans qui avaient une histoire, qui ont envoyé des lettres depuis le front à leurs parents, à leurs femmes, à leurs amis, qui ne reverront pas, qui n'ont pas revu. Donc il est hors de les questions de les oublier, puisque sinon les prochains cimetières seront avec nos enfants. Et donc, alors, c'est un peu lourd tout ce que je vous raconte, mais la culture, elle sert à ça. Moi, j'ai conscience que le monde est en train de déraper, mais j'ai aussi conscience qu'on est capable du pire comme du meilleur. Donc, à nous d'installer le meilleur. J'ai hâte. Moi aussi. J'ai hâte d'aller voir. Avant de passer un petit speed quizzing, est-ce qu'on pourrait avoir la petite anecdote de Jay-Z ? Alors ça, c'est une anecdote qui était un peu comme un traumatisme pour moi, mais donc maintenant j'en parle avec plaisir. On a travaillé sur une plateforme qui s'appelait Goom, donc j'ai quitté Énergie pour monter cette plateforme de radio numérique, puisque je me disais, toutes ces marques, elles sont là depuis longtemps, et on va bien basculer à un moment donné dans un monde digital. Alors là, bon, pour les plus jeunes, je parle d'une époque où il n'y avait pas encore le premier smartphone, il n'y avait pas encore le premier iPhone. Donc on a lancé cette plateforme, on a créé une marque qui s'appelle, une marque ombrelle qui s'appelle Goom Radio, qui permettait d'avoir plein de nouveaux formats de radio, animés, vivants, avec plein de talents que vous connaissez, donc qui font des carrières extraordinaires aujourd'hui. Et puis, on a décidé de lancer l'équivalent aux États-Unis. Et là, un jour, un ingénieur du son repère nos radios, la qualité sonore, nos applications, tout ça, et on parle à Jay-Z. C'était l'ingénieur du son de Jay-Z. Et un jour, un de mes potes qui est à New York me dit, écoute, j'étais à un dîner, il y a une avocate française, mais qui est l'avocate de Jay-Z, tout ça, qui nous a... Est-ce que vous connaissez une radio qui s'appelle Goom ? Et là, il est tombé, comme c'était notre pote, il venait de quitter la France pour s'installer là-bas. Il dit, ah bah oui, quelle coïncidence, je les connais bien. Et donc il nous a appelé en disant, Jay-Z veut vous voir. Bon, moi j'ai cru que c'était une télévision cachée, une caméra cachée. Et on s'est retrouvés une semaine après dans ses bureaux, sur Madison Avenue, chez Rockaware, avec ses associés. Lui est arrivé après, il a été extraordinaire avec nous, en disant, vous avez inventé un truc qui est de la pop culture, ça va compter, tout ça. Et donc on a commencé à travailler avec les équipes. Il est venu à Paris quelques semaines après pour un Bercy, et il nous a invités. Donc moi je m'attendais à une tablée avec tout le staff. On arrive avec mon associé Emmanuel Jaïr à l'avenue, au premier étage. Et quand on arrive, il n'y avait que Jay-Z, Beyoncé et un de ses associés avec qui on parlait. Donc là, je me suis dit, ah merde, on va dîner avec Beyoncé et Jay-Z. Incroyable. D'ailleurs, quelques minutes après, l'anecdote est rigolote parce que il avait invité aussi David Guetta qui arrive, qui passe derrière nous et me dit, mais qu'est-ce que vous foutez là les gars? Je dis, on t'expliquera plus tard, assieds-toi. Et on a passé une soirée incroyable. Et puis ça s'est mal terminé à l'époque puisque nous on appartenait on avait comme associés des fonds d'investissement qui ont des règles de fonds très durs, donc sur la moralité, les mœurs, tout ça et tout. Et donc l'un d'entre eux avait screené Jay-Z et il avait été condamné, je sais pas quoi, dans sa jeunesse pour des ports d'armes, tout ça. Donc refus de s'associer avec Jay-Z. Donc nous, alors que toute la planète voulait être associée à Jay-Z, nous on s'est payé le luxe de lui dire non. Non, ça a été très dur pour moi à ce moment-là. Je comprends. Et puis après il a essayé, il a essayé avec Tidal, tout ça et tout. Donc ce truc l'avait vraiment marqué. Hein. Mais bon. C'est rien, donc c'est la vie, c'est comme ça, c'est une belle anecdote, et puis c'était une rencontre incroyable. Si tu devais inviter un artiste, celui que tu veux, au micro avec Johanna pour écouter son parcours, ça serait Madonna. Je suis un fan inconditionnel de Madonna. J'ai fait un peu cette carrière pour pouvoir la rencontrer un jour. Et là, j'ai réalisé un de mes plus beaux rêves, puisque, bon, en dirigeant les radios, je l'ai rencontré plein de fois. J'ai créé des événements sur mesure quand on était à Énergie, donc j'étais tout content. Et puis, j'ai joué des titres de l'album American Life, et qui a moins marché que les autres à l'époque. C'est son plus gros territoire, c'était la France devant les États-Unis. C'était grâce, elle m'a remercié pour ça. Et puis un jour, comme toute l'équipe de Robin des Bois, c'était un peu son entourage. Elle travaille beaucoup avec les Français et les Québécois. Un jour, j'ai donc récupéré le metteur en scène d'une de ses tournées, la tournée MDNA, qui a fait la mise en scène de Robin des Bois. Et comme il y avait également Brahim, qui était son fiancé de l'époque, tout ça et tout, qui était un de mes chorégraphes, elle a décidé de venir travailler avec nous 2 jours au Palais des Congrès. Donc... quand on nous a annoncé ça, je lui dis c'est une blague, je veux pas. J'en avais
autant envie que pas envie, parce que pour moi, c'était Papa Don't Preach Like a Prayer, tout ça. La Madone. Et là, c'est la Madone. Elle est très dure au boulot, tout ça. Et je vous confirme qu'elle est très dure au boulot. Donc, on a eu 2 jours où elle était très concentrée. Elle a pris des notes et tout. Et à un moment donné, elle avait entendu parler un peu du comportement des équipes françaises, un peu des danseurs qui pouvaient se plaindre en disant putain, on a terminé 5 minutes plus tard que l'horaire prévu, tout ça. Et donc elle a tout arrêté. Elle a réuni tout le monde sur scène. On était en cercle autour d'elle. Et en français, elle aura dit à quel point ce métier était juste différent de tous les autres métiers, qu'elle pouvait faire des tournages et danser jusqu'à quasiment en mourir, mais que le travail, c'était essentiel. Et donc, c'est une masterclass divine avec ce nom-là pour nous. Quand je t'entends, j'ai qu'une envie, c'est que tu viennes à la rencontre des élèves du cours ANA, ce que tu leur... Moi, j'adore belles choses. Avec plaisir. Et peut-être de rencontrer des... Futurs talents. Sait-on jamais. Nous vivons grâce à eux et à travers eux, puisque on a besoin de... C'est notre pétrole, on peut pas avancer, notre oxygène, on peut pas avancer sans les talents. Donc les rencontrer, eux sont souvent contents de nous rencontrer, mais moi, c'est le plus beau moment de ma vie dans toutes les créations, c'est de rencontrer les gens. Parce que je me dis, la veille déjà, ils ont pas dû dormir en se disant demain. Donc je ferai jamais de l'automatisme dans chacune des rencontres, même quand je sais que bon, ok, il y a pas de talent face à moi, mais je vais considérer le rêve. Un peu quand même. Comment? Moi un peu, non? Moi j'adore ta voix, tes questions. Heureusement qu'il y a eu ce jour, merci Sarah, mais comment on est passé l'un à côté de l'autre sans se voir? Est-ce que tu es prêt pour un petit speed quizzing? Allez, on y va. Attention. Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze? Gad Elmaleh. Énergie ou RTL? Énergie. Sardou ou Dalida? Oh putain. Ah ouais, je sais, il n'y a pas que des questions faciles. Dalida. Sainte Bernadette ou Sainte Thérèse? Impossible. Tiramisu ou mousse au chocolat? Ah, mousse au chocolat, je déteste le tiramisu. Kevin Costner ou Matt Pokora en Robin des Bois? Matt Pokora. Production ou direction artistique? Direction artistique. Paris ou Saint-Jean-de-Maurienne? Saint-Jean-de-Maurienne. Variété française ou internationale? Ah putain. International, je ne faut pas que je monte. International. Attention, la dernière. Ah. T'es prêt? Ouais. Je sais pas si je vais le faire. Bah vas-y. Natacha Saint-Pierre ou Inès Reg? J'adore Natacha, puisqu'elle a interprété toutes les chansons d'un album que je produis sur les textes de Sainte-Thérèse de Lisieux avec Grégoire. Donc c'est Natacha. Roberto, merci 1000 fois. Merci à toi, Johanna. Merci pour cette invitation et ce beau moment. À très bientôt. À très vite. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, comment vous dire, sur YouTube, sur Instagram, sur Deezer. À bientôt.